courtier hypothécaire chez Multiprêt. Premièrement, qu'est-ce que Multiprêt? C'est la plus grande bannière en courtage hypothécaire ici au Canada. C'est une entreprise québécoise. On fait plus de 3 milliards d'hypothèques par année juste chez Multiprêt. Donc, c'est vraiment en pleine expansion aussi. On est un fleuron québécois qui avance. On est là pour vous servir. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Pourquoi je suis courtier hypothécaire finalement? Parce que honnêtement, j'ai commencé à faire des hypothèques il y a environ 5 ans et je suis un passionné. J'adore faire des hypothèques, j'adore le domaine de l'immobilier, j'adore les investissements qu'on peut faire via ça. Je tripe à faire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un cheminement de carrière très diversifié. J'ai fait plein d'emplois dans ma vie. J'ai toujours changé parce que j'ai jamais trouvé un sujet de passion. Et enfin, j'ai trouvé mon sujet de passion. Ça fait 5 ans que je fais ça et je ne changerai pas tout l'or du monde. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Là-dessus, venez me voir, un passionné, ça change votre vie. Donc, ensuite, c'est quoi le rôle d'un courtier hypothécaire? Le rôle d'un courtier hypothécaire, bien, comme tout le monde le sait, dans le fond, c'est de magasiner les hypothèques d'une institution à l'autre pour trouver les meilleures conditions du marché. Ça, c'est la partie facile de l'histoire. Mais il y a plein de choses, à faire là-dedans. Le processus hypothécaire qu'il faut faire pour faire la préqualification quand on achète une première maison. Il faut prendre le temps d'avoir toutes les informations. C'est quoi les dépenses qui vont avec ça? C'est quoi ça coûte? Comment ça fonctionne? C'est comment on regarde les revenus? Il y a plein de choses à regarder. Puis chaque dossier est très différent. C'est ce qui est plaisant dans ce domaine-là. C'est que le travailleur autonome, comparé aux salariés, comparé à la personne saisonnière, j'ai une mise de fonds, j'ai pas de mise de fonds. Il y a plein de situations qui font que c'est complètement différent et que c'est très dynamique. Donc, c'est vraiment un plaisir de travailler là-dedans. Ensuite, j'ai accès à au-dessus de 20 prêteurs hypothécaires. C'est un des gros avantages qu'on a de faire affaire avec un courtier hypothécaire. C'est que j'ai accès à 20 banques différentes. Vous, quand vous allez voir votre banque, votre caisse, vous allez voir un prêteur qui vous offre un set de conditions, un set de produits, tandis que moi, j'en ai 20. Il y a peut-être des chances que j'aie le meilleur produit. Ça arrive de temps en temps. Les services sont gratuits pour tout ce qui est résidentiel. Donc, si vous achetez un condo, un plex, une maison, les services sont 100% gratuits. Pourquoi? Parce que c'est la banque qui le paye. C'est simple. Dans le fond, eux autres, je leur envoie une hypothèque de 100 000, 200 000, 300 000. Eux autres sont contents et ils m'envoient un chèque de paie en compensation. Fait qu'à la place de faire du marketing pour essayer de vous attirer chez eux, ils payent moi pour vous envoyer votre hypothèque tout simplement. Fait que vous avez vraiment le beurre et l'argent du beurre. Vous avez un professionnel qui magasine toutes les institutions pour vous, qui vous trouve les meilleures conditions, et ça ne vous coûte pas une scène. Pourquoi faire autrement? C'est quoi la différence entre un courtier hypothécaire et un conseiller en institution financière? À votre avis, c'est quoi la différence? La différence, c'est que j'ai tous les produits du marché, comme je vous ai dit tantôt. La deuxième chose, c'est que un conseiller, pour l'avoir déjà été, pour avoir fait mes formations, je suis un ancien Desjardins. J'ai tout vécu mon début de carrière chez Desjardins. C'est une maudite bonne école, mais par contre, ils ont une vision fermée des choses. Toute l'information qu'on reçoit passe au travers le filtre de Desjardins et arrive pour dire, voici c'est quoi l'information et c'est l'information qu'on partage. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas qu'ils ont des mauvaises informations, c'est juste que leur information est gros de même. Tandis que moi, j'en reçois des informations de tout le marché. J'en reçois des informations de toutes les banques. Je suis capable d'aller chercher tout, de partout. Donc, c'est ça qui fait que je suis un vrai spécialiste hypothécaire, un vrai expert dans le domaine qui est capable de bien vous servir à ce niveau-là. C'est ça la grande différence entre un courtier et un conseiller en institution financière. C'est quoi les services que j'offre? Les services que j'offre, c'est autant les achats avec rénovation, les refinancements, les préqualifications pour ceux qui veulent s'acheter une première propriété ou même une deuxième, un chalet, les filles, est-ce qu'on est capable de l'acheter, le corrier de chalet? Je fais du résidentiel, du commercial, je fais même de l'industriel, donc tout ce qui est hypothèque. Bref, je suis capable de vous servir, je suis capable de vous guider là-dedans, je suis capable de vous accompagner dans vos projets. On va répondre en même temps. La grande question, comment les banques vous jugent-elles quand vous allez, quand on veut avoir une première hypothèque, quand on vient de trouver le travailleur autonome, comment les banques nous jugent, comment ils travaillent pour savoir est-ce qu'on est capable d'acheter une maison, comment on vous préqualifie. Il y a quelques éléments qui sont très importants sur lesquels je m'abase sur tous mes dossiers. C'est pas compliqué. On peut avoir un petit point faible, mais on ne peut pas en avoir deux. Si on en a deux, on a bien de la difficulté à avoir des hypothèques. Tandis que si on en a un, c'est pas pire. Puis si on a tous des points forts, bien là, on a accès à toutes les banques et on est capable de vraiment bien travailler pour vous. L'objectif, c'est de faire attention à tous ces points-là pour atteindre les bons objectifs. Le premier, plus important, c'est les revenus.
Si on n'a pas de revenus, c'est difficile de s'acheter une maison. C'est compréhensible. Si on a un salaire, on est salarié, temps plein, régulier, j'ai 20 pièces de l'heure, 40 heures semaine, c'est facile à calculer, comme 40 000 par année, et des poussières. C'est facile à calculer, c'est facile à vérifier pour la banque, il n'y a pas de problème. Par contre, si je suis saisonnier, si je fais 25 heures garanties semaine, mais je fais tout le temps 40 heures. Ça ne marque pas 40 heures tout le temps parce que je fais 40 heures garanties. Dans ce temps-là, on fait la moyenne des 2 dernières années. Et ça concerne un paquet de monde. Ça concerne les travailleurs de la construction, les travailleurs autonomes, la moyenne des deux dernières années. Une nouvelle pour vous, travailleurs autonomes, moins de 2 ans d'impôt de fait, votre salaire, c'est 0 $ pour la banque. C'est un petit peu fatigant. Il y a des façons de le contourner, il y a des prêteurs qui vont y aller. Par contre, la mise de fonds n'est plus de 5 dans ce temps-là. On tombe à 10, 15, 20, 30 Donc, il y a des façons de contourner les problèmes. Par contre, il y a des conséquences. Puis il faut souvent beaucoup plus de sous pour être capable de le faire. Donc, c'est des impacts, c'est des gros impacts finalement dans ce temps-là. Puis en ce temps-là, si vous avez des questions, venez me voir. Je vais vous guider encore une fois dans le processus. La fameuse mise de fonds, il y a plein de légendes urbaines qui disent on est rendu à 10 20 avec les changements hypothécaires, c'est toujours 5 de mise de fonds. Il en parle de monter ça à 10 mais c'est encore à 5 de mise de fonds pour acheter une maison. Donc une maison de 200 000, ça me prend un 10 000. Par contre, le 5 c'est pas tout. Parce qu'il y a d'autres frais qui vont autour de ça. En général, on rajoute un 2,5 pour les frais supplémentaires. Pourquoi? Pour payer notre notaire, payer notre inspecteur en bâtiment, payer l'évaluation souvent payée par la banque, mais quand même, il faut le prévoir. Dans certains cas, il faut la payer pour payer la taxe de bienvenue, les déménageurs, effectivement. Il y a plein de choses à payer. Donc, un 2,5 du coût d'achat, c'est le minimum. En fait, la banque demande 1,5 mais je suggère fortement de 2,5 pour pas avoir un montant résiduel qui se rajoute sur une carte de crédit ou une marge de crédit. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc, on peut aller aussi chercher notre argent via nos RAP. On prend des REER, on accumule notre argent via ça, puis après ça, on est capable d'aller le rechercher sans payer de l'impôt tout de suite, puis on reporte ça pour rembourser le RAP au fur et à mesure. Mais on est capable d'aller chercher nos REER pour s'acheter une propriété. Ça semble niaiseux, il y a plein de gens qui savent ça, mais il y en a plein qui ne le savent pas. C'est important de savoir qu'on est capable de réutiliser nos REER cette fin-là. Un autre point important, c'est la qualité de la propriété. J'ai un jeune qui est dans la construction, qui décide de s'acheter une belle petite maison. Il a fait un offre d'achat à 165 000, la maison en vaut 230. C'est bien cute, mais quand on regarde les photos de la maison, il n'y a plus de plancher de cuisine, il n'y a pas de comptoir, il manque une porte d'armoire, il y a le mur qui est défoncé, le sous-sol, il y a des taches noires de moisissure. Bref, la maison, c'est le gage de la banque. La banque, elle va la checker la maison, elle va l'évaluer, elle va vouloir savoir tout ce qu'il y a dedans. Y a-t-il des fissures, y a-t-il un problème? Est-ce que si j'arrive avec un problème, est-ce que je suis capable de revendre la maison à un bon prix et rapidement? Pour eux autres, c'est important. Et faites-vous-en pas, la dernière chose que une banque veut, c'est de reprendre vos maisons. Ils veulent pas ça, puis c'est pour ça qu'ils font des vérifications en plus finir. Oui, c'est compliqué, certains des plus anciens. Excuse-moi, Serge. Ils vont dire, ben voyons, ils ne nous lâchent pas, ils nous demandent de documentation, ils demandent des affaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas la reprendre, votre moseuse de maison. Ça leur coûte cher, ça leur fait une mauvaise pub, ça ne vous rend pas service, ça leur rend pas service. Eux autres, ce n'est pas l'immobilier qu'ils font, c'est des hypothèques. Ils ne veulent pas vendre des maisons, ils veulent vendre des hypothèques. Donc pour eux autres, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de vérifications via ça. Et la grosse bébête noire de bien des gens, le fameux bureau de crédit. Le bureau de crédit, c'est notre meilleur ami à partir du moment qu'on commence à avoir du crédit. C'est pas la blonde, c'est pas les amis, c'est le bureau de crédit en premier, puis le reste après. Honnêtement, il faut en prendre soin, il faut le bichonner. Il y a plein d'impacts que ça peut avoir. Petite anecdote de ma jeunesse. À 24 ans, retour aux études, un moment donné vient le temps d'avoir à payer les dépenses. J'ai ma carte Visa, j'ai mon compte d'hydro, j'ai mon propriétaire à payer. Les clients vont rentrer dans 2 mois. Je vais tout clairer dans 2 mois, dans 3 mois, pardon. Je vais tout clairer dans 3 mois, mais là, j'ai pas d'argent. Mon propriétaire est peut-être dans le même building que moi, j'ai comme pas le goût qu'il me tape sur la tête. Puis Hydro, j'aime bien ça de chauffer l'hiver. Il répond ma Visa pendant 3 mois de temps. Méchante grosse erreur. Pourquoi j'arrive avec une grosse tâche à mon bureau de crédit? Pour moi, après, j'ai tout clairé, mais on s'entend, je suis pas un mauvais garçon, j'ai tout clairé après, là. Tout était correct. Par contre, 2 ans après, dans une nouvelle job, comme 50 000 par année, j'arrive pour m'acheter une voiture, mais à la place de mon concessionnaire, je faisais me passer à 2,5 il me le faisait 17 mon char. Mon char de 28 000 m'en coûtait 48. Je l'ai pas acheté. Je vais passer un autre appel. Bref, tout ça pour une petite niaiserie. Ça a des gros impacts le bureau de crédit. Il faut en prendre soin. Toujours faire ses parents minimum.
sur les cartes de crédit, tout ce qui est crédit rotatif, carte de crédit, marge de crédit. Toujours faire les paiements naturellement sur nos prêts, particulièrement les hypothèques, hyper important d'être toujours à jour sur son hypothèque. Oui? Est-ce que c'est mieux d'avoir plusieurs cartes ou d'avoir une carte maxed out mais qu'on paye? Je rentre là-dedans. Bonne question, très bonne question. En fait, c'est le pourcentage du crédit rotatif qui est important. Exemple, si j'ai une carte à 1000 $, mais que je l'utilise tout le temps à 900 $ par mois, puis c'est pas grave, je la paye à la fin de chaque mois. Mais pour le bureau de crédit, à chaque mois, ils voient que ta carte est à 900. Parce que les autres, ils regardent la photo de ton bill, dans le fond, là, ils l'envoient au bureau de crédit, puis ça dit qu'il est à 900. Donc, tu utilises 90 % de ton crédit disponible. Ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que tu surutilises ton crédit. Fait que c'est mieux d'avoir une limite un petit peu plus élevée pour avoir une utilisation plus basse. On suggère 35 % en baissant. Un cas d'exception, c'est pas grave. J'ai une carte à 5 000, puis là, je fais un achat de 4 000, puis je l'éclaire parce que j'ai mis mes économies. Ça, c'est pas grave, ça arrive une fois. Et tout ce qui est récurrent, dans un bon sens ou dans l'autre, c'est ce que le bureau de crédit va regarder. Fait que le fait d'avoir plusieurs cartes, c'est pas grave. On n'a pas besoin de 50, ceci dit. Si j'ai 8 cartes de magasin, plus une Visa de ma banque, plus une Royale de l'autre, ça donne rien. Gardez-en 2 bonnes, puis toutes les autres, ça sert à rien. Encore là, il faut se garder une marge de manœuvre à ce niveau-là. Ça, c'est toutes des informations que j'ai. Je suis un expert du crédit. Des questions là-dessus. Venez me voir, j'aide pas. Je vais vous accompagner là-dedans, m'assurer que votre bureau de crédit, on va le bichonner, puis on va s'en aller dans la bonne direction. Et ça vous rapporte le